Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guillaume Dauphin. Guillaume commence son parcours universitaire à l'Université de Rennes. Il fait ses premiers pas dans le monde de la recherche pendant sa maîtrise, réalisée à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Par la suite, il réalise une thèse portant sur l'utilisation de données hétérogènes dans le cadre de la modélisation de la dynamique de population du saumon atlantique dans le bassin de la Foyle en Irlande à l'Université de Glasgow. Après sa thèse, il continue de travailler sur les thématiques similaires et cherche à mesurer l'impact du repeuplement sur la dynamique de population du saumon atlantique de l'Allier. Après cette expérience, il traverse l'Atlantique pour travailler sur l'évaluation de stocks de plis canadiennes et de sébaste au ministère des Pêches et Océans à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Dans le même temps, il travaillera à la réévaluation des points de référence pour les rivières à saumon du Québec. En août 2015, il commence un contrat postdoctoral à l'Université de Nouveau-Brunswick où il travaille sur la dynamique des populations du saumon atlantique dans les bassins de la Miramichi et de la Restigouche. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Guillaume. Merci Darla, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui du projet que j'ai commencé l'année dernière, l'été dernier, à Fredericton. Le titre était un petit peu ambitieux quand je l'ai mis, donc le titre c'est la dynamique des populations de saumon atlantique dans la Miramichi et la Restigouche. Ce que je vais faire, ça va plutôt être une description du travail qui a été accompli jusqu'à présent et où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on cherche à accomplir pendant ce projet. Donc j'en profite aussi, puisqu'on est sur la première diapositive, pour remercier tous les partenaires qui participent au projet, donc à savoir l'Université de Nouveau-Brunswick et le Canadian River Institute, et puis la SCF, et puis donc Pêche et Océan qui nous aide en contribuant au partage des données, ainsi que le conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche. Alors, les objectifs du projet, un des premiers objectifs, c'est d'identifier s'il y a potentiellement des biais d'échantillonnage dans les sites de pêche électrique des deux bassins versants. Donc, à savoir, est-ce que les sites qui ont été utilisés pendant toute la série temporelle de 1970 à nos jours, sont représentatifs des densités de juvéniles, de saumon, pour l'ensemble du bassin. Le deuxième objectif, et le principal objectif, c'est de comprendre les mécanismes de régulation de ces deux populations, savoir qu'est-ce qui gouverne les abondances de juvéniles, les abondances d'adultes, et puis tout ça dans le cadre du changement climatique, essayer de comprendre comment des changements de température, des changements de débit peuvent affecter ces abondances et les relations entre les différents stades de vie du saumon. Et donc, plus généralement, c'est de revisiter un petit peu les données qui sont disponibles, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles sur les deux bassins, donc que ce soit des données de pêche électrique, des données de capture, des données de piégeage pour les adultes, pour les smolts. Le problème, c'est que ces données, elles sont très hétérogènes, c'est pas forcément consistant dans le temps, donc essayer de trouver un moyen d'avoir une vision globale et cohérente de toutes ces données, essayer de faire du sens de ces données et produire des estimations, donc soit de densité de juvéniles, de retour d'adultes, avec leur incertitude associée. Ça, c'est une problématique assez importante dans tout ce qui est pêcherie. On ne cherche pas à avoir que juste un estimateur ponctuel, on cherche à aussi savoir le degré de confiance qu'on peut avoir dans cet estimateur pour pouvoir prendre des décisions de gestion avec des mesures de risque associées. Donc juste pour ceux, c'est au cas où on aurait des personnes qui sont
pas du Canada et qui ne sont pas familiers avec les bassins versants. Donc on est sur la côte est du Canada. Donc la Miramichi la Miramichi qui est ici, et la Restigouche qui est en haut du Nouveau-Brunswick et qui couvre aussi la moitié du bassin, à peu près la moitié du bassin versant et au Québec. Donc voilà, le bassin de la Restigouche qui fait à peu près 12 000 km², et puis le bassin de la Miramichi qui fait à peu près 13 000 km². Donc c'est des gros bassins versants, donc il y a des difficultés pour avoir des échantillonnages complets, pour essayer d'avoir des échantillonnages représentatifs de ce qui se passe à l'échelle du bassin versant. Donc, une des premières choses qu'on a cherché à faire, ça a été de regarder toutes ces données de pêche électrique. Donc, pour donner un ordre de grandeur, sur la période 1970 à 2014, au total, il doit y avoir 4500 sites de pêche électrique qui ont été faits. Donc, c'est une grosse base de données. Les bases de données n'étaient pas propres au moment du projet, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour nettoyer un peu les bases de données, puis pouvoir faire des requêtes, puis pouvoir regarder les différences qu'il y avait entre les différents sites. Donc là, les prochaines diapositives, ça va être juste une sorte de vision globale des sites sur les deux bassins versants, en commençant par la Miramichi. Donc cette diapositive ici, on voit pour les différents sous-bassins, donc la nord-ouest, la petite sud-ouest, ouais, j'allais dire en anglais parce que ce sera plus facile, donc la nord-ouest Miramichi, la Little Southwest qui est ici, la Renius qui est ici, la Southwest Miramichi, et puis les autres, des sites qui ne sont pas sur ces sous-bassins versants. Donc l'axe des abscisses, c'est la série temporelle, donc de 1970 à 2014, et l'axe des ordonnées, c'est le nombre de sites pêchés chaque année. Et j'ai juste mis un marqueur ici à 10 sites, parce que 10 sites, on va dire que c'est un nombre minimum, on va dire, qu'on aimerait avoir pour chaque sous-bassin versant pour avoir une idée de ce qui se passe, un ordre d'idée représentatif de ce qui se passe. Et ce qu'on peut s'apercevoir sur ces graphiques, c'est qu'il y a beaucoup de sous-bassins versants où on a très peu de sites par année. Donc, à part pour la Nord-Ouest et la Southwest où on a assez régulièrement entre 20 et 30 sites pêchés, l'ensemble des autres sous-bassins versants, on est plus entre 5 et 10 sites par année, ce qui est très peu. Ici, c'est juste le nombre total de sites qui sont représentés par le nombre de sites total de pêche électrique par méthode utilisée. Donc, il faut savoir que sur les deux bassins versants, il y a eu deux méthodes qui ont été utilisées. La première qui est un enlèvement successif qui consiste à chercher à pêcher la majorité des poissons présents sur le site, et la façon dont on fait ça, c'est on fait une passe après une autre jusqu'à ce qu'on n'attrape presque plus de poissons. Donc toute la première partie de la série temporelle, c'est exclusivement des enlèvements successifs en rouge ici. Et puis à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu des problèmes budgétaires parce que c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, donc on a réduit on n'arrivait plus à pêcher aussi souvent. Donc il y a eu la mise en place d'une nouvelle technique de pêche qui consiste à faire qu'une seule passe avec un temps un peu plus court. Et donc ça c'est la ligne orange clair. Et dans le même temps, parce que le problème avec ce système à une seule passe électrique, c'est que ça donne un indice relatif, et il faut mettre ça en relation avec la densité, et un bon moyen d'avoir accès à la densité, c'est de faire des enlèvements successifs. Donc, pendant toute la période où on a des passes uniques, il y a un certain nombre de sites qui sont pêchés donc, avec une passe unique et ensuite un enlèvement successif, ce qui permet de calibrer la passe unique avec la densité locale sur le site. Donc comme on peut le voir ici, sur l'ensemble de la série temporelle, sur l'ensemble du bassin versant, il y avait entre 40 et 80 sites qui ont été échantillonnés, sauf au milieu des années 80 où là il y a eu un effondrement, où il y a eu beaucoup moins de sites qui ont été pêchés.
Euh, donc moi, là, sur les résultats que je vous présenterai un peu plus tard, j'ai décidé de regrouper la branche nord et la branche sud pour avoir un peu plus de sites possibles. Donc on se retrouve, si on groupe le nombre de sites qui sont pêchés chaque année, on retrouve ces patterns-là. Donc on s'aperçoit que pour la partie nord, il y a toujours une période où il y a très peu de sites, ainsi qu'au milieu des années 2000. Et c'est à peu près la même chose pour la branche sud de la Miramichi, pardon. Ensuite, on a cherché à voir si la nature des sites qui étaient pêchés était fondamentalement différente au cours du temps. Et donc, les variables qui étaient disponibles sur l'ensemble de la série temporelle, ça a été l'élévation et puis le niveau d'arborescence du site pêché. Donc ici, j'ai les graphiques représentent les élévations moyennes et la variance des élévations au cours du temps et pour chaque sous-bassin versant. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que en termes d'élévation, il n'y a pas de gros changements dans le cours du temps. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence majeure. Ensuite, on a regardé, donc comme je disais, le niveau d'arborescence. Donc ça, c'est où est-ce qu'on se situe dans le bassin versant. Plus le niveau d'arborescence est petit, plus on est haut plus près de la source du site. Et donc, ici, on a fait des choix arbitraires. Donc, ici, on a le ratio du nombre de sites avec un niveau d'arborescence qui est inférieur ou égal à 2 par rapport au nombre de sites total. Et ici, le ratio des sites avec une arborescence inférieure à 3 et inférieure ou égale à 3 par rapport au nombre de sites totaux. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que au niveau du niveau d'arborescence, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de patron apparent qui apparaissent dans la série temporelle. En même temps, ce qu'on a regardé, on a regardé les sites, s'il y a des shifts au niveau de la localisation de ces sites, et il n'y a pas de variation, majeure dans le temps. On a aussi regardé le début, à quel moment les événements d'échantillonnage ont commencé chaque année. Donc en rouge, vous avez le premier jour de pêche électrique. Donc quand on est à 180 ici, ça correspond en gros à la fin juin, début juillet. Et on s'aperçoit qu'au cours de la série temporelle, le début de la pêche électrique a commencé de plus en plus tard. Et donc on se retrouve maintenant à commencer les échantillonnages en début août. Et donc le point noir et la ligne droite ici, c'est le jour de pêche moyen pour l'ensemble des sites de cette année-là. Donc on voit que sur la première partie de la série temporelle, il y a une variabilité qui est assez grande. Et cette variabilité, elle se réduit au fil de la série temporelle parce qu'il y a la durée, le début de la saison de pêche électrique commence plus tard. Voilà. Donc maintenant, je vais passer un peu plus vite pour la Restigouche parce qu'on j'aurais pas à réexpliquer les graphiques, mais on a fait la même chose. Donc il y a un peu plus de sous-bassins versants pour la Restigouche. Donc ici, j'ai représenté le chenal principal de la Restigouche, la Matepédia, l'Obscalchwich, la Patapédia, la Kedgewick, la Little Main Restigouche. Et donc on s'aperçoit qu'on a le même genre de problème que sur la Miramichi, c'est-à-dire que pour beaucoup de bassins versants, on a très peu de sites, voire pas de sites du tout, parce que certains sous-bassins versants ont commencé à être échantillonnés un peu plus tard dans la série temporelle. Donc pour la Restigouche, pour le moment, vu que la structure du bassin est un peu différente, j'ai regroupé tous les sites ensemble et on regarde le bassin versant dans l'ensemble, mais ça, il y aura peut-être des changements là-dessus. Toujours est-il, on voit bien ici sur le graphique de gauche que pendant la première partie de la série temporelle, il y a un nombre de sites qui est plus faible que dans la seconde partie de la série temporelle. Ça correspond au fait que le changement de méthodologie a vraiment permis une augmentation du nombre de sites de pêche électrique. Et donc, quand on regarde le nombre total de sites, faut pas, là, les couleurs, ça indique juste les différents sous-bassins versants pour avoir une sorte
une sorte de quantification de quels bassins versants ont été pêchés. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que similairement à la Miramichi, à la fin des années 80, il y a une diminution du nombre de sites qui sont échantillonnés. Et ensuite, donc au début des années 90, quand il y a le changement de méthodologie, on a une augmentation du nombre de sites pour arriver de nos jours à entre 90 et 100 sites échantillonnés par année, ce qui est plutôt correct. Donc, de la même manière que sur la Miramichi, on a regardé l'élévation moyenne des sites de pêche électrique. Encore une fois, il n'y a pas de patron de tendance apparente. On a regardé ici pareil, le niveau d'arborescence des sites pêchés. Le niveau d'arborescence est en moyenne plus élevé que sur la Miramichi. Alors ça, je ne sais pas si c'est un artefact du fait que l'arborescence de la Miramichi est plus élevé que celui de la Restigouche. Toujours est-il que quand on regarde ces ratios, il n'y a pas de différence dans le temps. Donc il n'y a pas en termes de localisation et de type de site, a priori sur ces variables-là, il n'y a pas de différence au cours du temps. Donc ici, on retrouve le même graphique avec le début de la saison de pêche électrique qui est indiqué par les points rouges. Et les points noirs et les barres noires indiquent la durée de la saison de pêche et la date de pêche moyenne. Donc, similairement à la Miramichi, on commence au début de la série temporelle à pêcher fin juin, début juillet. Au milieu des années 80, cette date de première pêche augmente, puis elle redescend dans la deuxième partie de la série temporelle. Donc, finalement, pour la Restigouche, on a une date de pêche qui est beaucoup plus homogène que ce qu'on a sur la Miramichi. Donc les points à retenir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure d'une année sur l'autre au cours de la série temporelle, à part pour la Miramichi sur le début de la saison de pêche. Mais autrement, au niveau de l'élévation et de l'arborescence, il n'y a pas de différence. Ce qui va jouer, la principale différence qu'il va y avoir au cours du temps, ça va être le nombre de sites pêchés par bassin versant. Et donc ça, on peut pas. Enfin, voilà, c'est ça qui va avoir potentiellement un impact important sur nos estimations de densité, parce que si on a très peu de sites, une année, par exemple, si on a une année 5 sites et l'année suivante 40 sites, l'année où on a 5 sites, le poids d'un site va être beaucoup plus important que l'année où on a pêché 40 sites. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on va devoir gérer. Ok, donc une fois qu'on a fait cet état des lieux un peu des sites de pêche électrique, on est passé au deuxième exercice qui était de pouvoir estimer les densités de juvéniles de 3 stades de vie de saumon, donc les 0+, les 1+, et les 2+, pendant toute la série temporelle. Donc comme je disais plus tôt, il y a deux méthodes qui ont été utilisées au cours de la série temporelle. Donc la première qui est des enlèvements successifs, qui prend beaucoup de temps à faire, et on a entre 3 et 5 passages sur un même site qui vont prendre entre 15 et 20 minutes à faire, mais qui nous permettent d'avoir une très bonne estimation de la densité locale. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de la série temporelle, on a une méthode avec une passe unique qui prend entre 15 et 20 minutes, mais qui nous permet d'avoir qu'un seul enlèvement successif. Donc ça permet, on peut couvrir plus de terrain, on peut pêcher plus de sites, mais on perd en termes d'informations sur la densité. Alors, ce qui s'est passé en 1993, quand il y a eu cette nouvelle méthodologie de passe unique qui a été mise en place, c'est que tout de suite, il y a eu la mise en place de sites de calibration. Donc, c'est des sites où on fait d'abord une passe unique et ensuite on fait des enlèvements successifs pour pouvoir mettre en relation donc l'indice d'abondance qu'on a avec notre passe unique avec la densité de poissons qu'on estime via les enlèvements successifs. Donc les objectifs de ce travail, c'était de mettre en relation, comme je disais, l'indice d'abondance produit par la passe unique et le nombre de poissons présents sur le site. Et donc ça avait déjà été fait, mais là la différence c'était de prendre en compte un certain nombre d'effets qui potentiellement vont affecter la relation
entre les indices d'abondance et la densité, et aussi les probabilités de capture. Donc, quand on regarde notre site de saumon, là, et donc là, une version un peu simplifiée, où on a les géniteurs qui vont donner des 0+, qui vont donner des 1+, des 2+, qui ensuite vont migrer en mer et des retours d'adultes. Là, on va regarder cette phase-là. Donc là, on a les données de pêche électrique qu'on a, c'est sur des 0+, 1+, et 2+. Donc la méthodologie qu'on utilise, je ne vais pas m'étendre extensivement là-dessus, c'est pas le but de cette présentation. Mais en gros, on développe des modèles hiérarchiques dans un contexte bayésien. Donc une des principales caractéristiques, c'est que on donne à toutes nos variables du modèle une probabilité de distribution, et puis on va chercher à estimer les inconnus, donc pareillement avec des probabilités de distribution. C'est un outil de modélisation qui est très flexible et qui permet de prendre en compte toutes sortes de formes d'incertitude, donc que ce soit celles d'observation, toutes sortes d'incertitudes. Et ça permet aussi ça permet de s'accommoder des plans d'échantillonnage imparfaits ainsi que des données manquantes, ce qui correspond à la grande majorité des situations quand on fait de l'écologie. Donc juste une description du modèle de calibration, comment il fonctionne. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails techniques, je vais juste essayer d'expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a cherché à faire, puis ensuite que ce soit plus facile de comprendre les résultats que je vais présenter. Donc, pour chaque site qu'on va pêcher, donc tous les sites de calibration où on a un enlèvement, une place unique et des enlèvements successifs, on cherche à estimer la densité locale de 0+, de 1+, ou de 2+. Et donc, ce qu'on dit, c'est que l'indice d'abondance de la place unique, il est proportionnel à la densité, donc c'est kappa fois la densité ici. Et il va y avoir certains facteurs qui vont affecter cette relation. Et donc les facteurs qu'on a regardés et qui vont être intéressants pour nous, ça va être un effet du matériel qui est utilisé. Il faut savoir qu'au cours de la série temporelle, il y a eu différents types d'appareillages qui ont été utilisés pour faire les pêches électriques. Et puis on met aussi un effet de l'effort. Donc ça, c'est le nombre de secondes passées par mètre carré sur le site. Ensuite, donc le nombre de poissons dans le site, ça va être la densité multipliée par la surface. Donc la surface, je devrais dire les variables dans les cercles, c'est tous les paramètres qu'on va chercher à estimer, alors que les carrés, c'est des données. On a ces valeurs-là. Et donc, comme je reviens à ça, donc le nombre total de poissons, c'est le produit de la densité multipliée par la surface. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et donc après le premier enlèvement, la première passe, le nombre de poissons qui restent dans le système, ça va être le nombre de poissons total moins le nombre de poissons qui ont été pêchés pendant la première passe. La première passe de l'enlèvement successif, on va pêcher un certain nombre de poissons qui sont présents dans le site. Et ça, ce processus, c'est un processus binomial avec une certaine probabilité de capture PI ici, PI1 pour premier enlèvement successif. Et cette probabilité de capture, elle est affectée par différents facteurs. Et donc les facteurs qu'on a regardés ici, c'est l'effort, donc pareil, le nombre de secondes passées par mètre carré, le type d'appareillage utilisé pour pêcher. On a mis aussi un effet stade de vie. Donc, si on pêche un 0+, un plus ou un 2+, ça va peut-être pas être la même chose. Donc ça, c'est pour prendre en compte tout ce qui est effet taille. Et puis ensuite, on a mis un effet bassin versant, donc un effet Miramichi versus un effet Restigouche. Donc une fois qu'on a pêché, on a fait notre premier enlèvement successif, le nombre de poissons qui reste, c'est le nombre de poissons qu'il y avait avant la première passe, moins le nombre de poissons qui ont été pêchés pendant la première passe. Et on répète, donc on va pêcher autant de fois que nécessaire. Et donc ça va aller de 3 à 5 passes pour l'ensemble des sites sur la série temporelle. Donc les résultats qu'on obtient, donc ça c'est pour la partie relation entre les indices d'abondance et la densité.
je vais montrer une figure plus tard qui expliquera ça, donc on va ignorer les deux figures du dessus. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a un effet positif de l'effort, donc c'est assez trivial, c'est-à-dire que en gros, plus on pêche longtemps, plus on va avoir un indice d'abondance important. Et ici, on a des effets matériels utilisés. Pardon, les diapos sont en anglais, j'ai pas eu le temps de tout changer en français. Donc là, les appareillages ont été ordonnés dans le sens de quand est-ce qu'ils ont été utilisés dans la série temporelle. Donc ici, le 11A, il a été utilisé au début de la série temporelle, et le LR24, c'est ce qui est utilisé de nos jours. Et donc on voit que les premiers, le premier type d'appareillage ici qui est utilisé il était moins efficace que ceux qui sont utilisés plus récemment. Donc ça, c'est les principaux effets qu'il faut retenir. Et donc ici, je vous ai mis les deux figures, donc sur la gauche pour la Restigouche et sur la droite pour la Miramichi. Ça, c'est les relations qu'on estime entre l'indice d'abondance et la densité. Donc on s'aperçoit, donc en vert ici, c'est pour les 0+, en orange, c'est pour les 1+, et en marron, c'est pour les 2+. Les lignes sont pas de la même longueur parce qu'on va pas avoir les indices d'abondance les indices d'abondance sont pas les mêmes, vont pas être aussi grands en fonction des stades de vie. Et donc, faire de la prédiction sur les 2+, ici, ça n'a pas de sens parce c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas sur le terrain. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a des différences entre les différents stades de vie. Donc, pour la Restigouche, en gros, il y a un effet de saturation. Quand il y a beaucoup de poissons dans un site qu'on va pêcher, plus il y a de poissons, au bout d'un moment, on ne va pas pêcher beaucoup plus de poissons pendant la première passe. Donc ça, c'est un des résultats que nos données nous montrent. Alors que dans la Miramichi, ça ne semble pas être le cas. Il y a une relation qui est beaucoup plus linéaire pour des densités qui sont en général qui peuvent être plus élevées. Et donc, oups, pardon, autant pour moi. Donc pour les 0+, on a une relation presque linéaire entre l'indice d'abondance et la densité, alors que pour la Restigouche, c'est une relation qui est un peu plus concave. Donc voilà, ça c'est le résultat pour la partie indice d'abondance. Et puis ensuite, ici, là, je vous ai mis donc pour la partie enlèvement successif, les différents effets qui vont affecter la probabilité de capture des différents enlèvements successifs. Et donc on voit ici qu'on retrouve un effet effort. Donc plus on pêche longtemps par mètre carré, plus la probabilité de capture va être importante. On a un effet stade de vie. Ici, les 1+ et 2+ vont on va avoir une probabilité plus importante de pêcher ces deux stades de vie versus les 0+. Et ici, on a le type de matériel de pêche électrique utilisé. Donc encore une fois, là, il y a plus de pêche, il y a plus de matériel parce que les enlèvements successifs ont été faits pendant toute la série temporelle. Et là, je vous montre la figure avec tous ces matériels utilisés. Donc encore une fois, ils sont ordonnés dans le sens de la série temporelle. Il y a on peut voir ici le 8A et le 15A avec des incertitudes beaucoup plus élevées. Ça correspond au fait que pour ces deux types de matériel, pour le 8A, il y a un seul site de pêche électrique qui est utilisé, qui est pêché avec ce matériel, et pour celui-là, il n'y en a que deux. Donc c'est plus difficile de mesurer un effet quand on a très peu de sites où on va utiliser le matériel. Et ensuite, finalement, donc on a ici l'effet bassin, qui montre qu'en général, dans la Restigouche, on a une probabilité plus élevée de capturer des poissons que dans la Miramichi. Alors, cet effet, il englobe beaucoup de choses. Ça peut être un protocole qui va varier d'un bassin versant à l'autre, ça peut être la géologie du bassin versant qui va gouverner ça. Encore une fois, là, il y a beaucoup ça peut être beaucoup de choses à la fois. Et on cherche encore à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc voilà. Les conclusions sur oui, voilà, donc ça c'était les conclusions sur le modèle de calibration. Maintenant qu'on a un modèle qui nous permet d'estimer toutes les densités locales pour toute la série temporelle, donc à savoir plus de 4000 sites depuis les années 70, on va essayer de mettre ça à profit pour estimer
des densités annuelles de chaque stade de vie pour les trois bassins versants, donc à savoir la Northwest Miramichi, la Southwest Miramichi et la Restigouche. Donc ça, c'est du modèle préliminaire que je vous présente ici, c'est les résultats préliminaires, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais en gros, c'est la structure générale qu'on va essayer de développer dans le futur. Donc en gros, ce qu'on a, on a deux échelles. On a l'échelle du site pour chaque bassin versant où on va pêcher nos sites, et on cherche à on cherche à estimer une densité à l'échelle du bassin. Et pour faire ça, ben, on va avoir chacune de nos densités pour chaque site local, donc on a estimé avec notre modèle. On va dire que ces densités, elles sont tirées dans une distribution normale avec une certaine moyenne, ici D majuscule T, T1 qui représente l'année, et avec une certaine variance, ici notée sigma site, et cette variance, elle correspond à la variabilité intersite pour ce bassin versant. Et donc ensuite, chacune de ces densités locales, elle est dépendante de cette densité annuelle à l'échelle du bassin, avec une variance intersite. Et ensuite, on dit que chaque densité annuelle, elle est tirée aussi dans une distribution normale, avec une certaine moyenne et une certaine variance. Donc la moyenne, elle est spécifique au stade de vie qu'on va regarder, donc il y aura une valeur moyenne pour les 0+, une pour les 1+, une pour les 2+. Et donc la variance ici sigmaïère, ça correspond à la variabilité interannuelle de ces densités. Donc on a la même structure pour les trois stades de vie, et pour le moment tout ça c'est indépendant. Donc on a nos densités pour les 0+, on estime la densité annuelle pour les 0+ par bassin, on fait la même chose pour les 1+ et pour les 2+, mais il n'y a pas de lien entre les stades de vie. Donc les premiers résultats qu'on a, c'est sur la variabilité, la variance intersite. Donc dans l'ensemble, elle est très élevée. Donc ici, donc ça c'est en écart-type. Les valeurs d'écart-type sont à 1, 2 en moyenne. Et pour les 0+ de la Restigouche, il y a une variance qui est encore plus élevée. On le voit ici, c'est presque le double que le reste des bassins versants pour les autres stades de vie. Et ensuite, là ici, je vous ai mis la variabilité interannuelle, donc qui est aussi importante. Mais il n'y a pas de différence significative entre les trois stades de vie. Cette variance, elle semble être similaire. Donc ici, donc là c'est les résultats qu'on obtient. Je vais juste vous présenter le graphique un peu rapidement. Oups. Donc là on regarde chaque panneau, ça va être les 0+ en haut, les 1+ au milieu et les 2+ en bas. L'axe des abscisses, c'est la série temporelle, donc de 1970 à 2014, pardon. Et l'axe des ordonnées, c'est la densité, le nombre de poissons par mètre carré pour cette année-là. Le trait, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, le trait gris ici, ça correspond à la densité moyenne de 0+. Donc là, je vais vous montrer 3 diapositives, une pour chaque bassin versant. Cette ligne-là, elle est la même elle est la même pour les trois bassins versants. Ça correspond, quand on revient à notre graphique ici, ça correspond à notre MUD. Donc celui-là, il est le même pour chaque bassin versant. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que pendant la première partie de la série temporelle, pour les 0+, il y a des valeurs en général qui sont un peu plus faibles que pendant la seconde partie de la série temporelle. Les valeurs de densité, les densités annuelles sont pas très élevées. On est, au milieu des années 90 en moyenne en dessous de 0,5, en dessous de 0,5 poissons par mètre carré. Donc ce qui est pas très très élevé. Pour les 1+, on a le même sort de patron avec des valeurs plus faibles au début de la série temporelle et puis qui augmentent un peu au fil du temps. Et c'est un peu moins évident pour les 2+. Mais bon, après, il y a les densités sont beaucoup plus faibles, donc c'est difficile de comparer ça. Ici, on a la Southwest Miramichi. Globalement, on a le même patron que
que pour la branche nord, à savoir que pendant la première partie de la série temporelle, on a des valeurs de densité qui sont très faibles et qui sont faibles et qui augmentent et qui fluctuent un peu plus que pendant la deuxième partie de la série temporelle. On peut comparer les deux graphes. Ici, on voit ici là, la valeur maximale, elle est à 1,25 pour les 0+, alors que ici elle est à 2. Donc il y a dans la partie sud-ouest de la Miramichi des densités plus élevées que dans la branche nord. On a les mêmes patrons pour les 1+ et les 2+. Et enfin, la Restigouche. Donc encore une fois, on a des densités qui sont plus faibles pendant cette première partie de la série temporelle et qui augmentent un peu entre les années 90 et les années 2000. Et on voit ça redescend pour les 0+ dans la dernière partie de la série temporelle. C'est un peu moins clair pour les 1+ et les 2+ de la Restigouche. En termes de densité et de valeur absolue, on a des valeurs proches pour la Restigouche, on a des valeurs proches de ce qu'on observe dans la branche nord de la Miramichi. Donc, je vous ai montré donc là toutes les densités qui ont été estimées de façon indépendante pour chaque stade de vie. Et donc, ce que j'ai voulu regarder, c'est de regarder le lien entre les densités de 0+ d'une année qu'on a estimé versus les densités de 1+ l'année suivante. Et on s'aperçoit qu'il y a une forte corrélation entre les 0+ et les 1+ de l'année suivante. Pareillement, on a une corrélation assez importante entre les 1+ d'une année et les 2+ de l'année suivante, donc avec des coefficients de corrélation autour de 0,5, ce qui est assez important. Et ce qu'il faut retenir en plus, c'est que notre modèle, là pour le moment, il n'y a pas de on n'a pas de structure qui relie ces stades de vie. Ça, c'est juste les valeurs qui sont estimées de façon indépendante et on trouve les données nous indiquent qu'il y a une forte corrélation entre ces densités, ce qui est plutôt bon. Enfin, ce qui fait sens en termes de biologie. On s'attend à ce que quand il y a beaucoup de 0+ une année, il y aura l'année suivante plus de 1+. Et ici, sur ce graphique, on a les 0+ versus la densité de 2+, 2 années après, et on a toujours une corrélation un peu plus faible que pour les deux autres panneaux, mais toujours une corrélation entre les 0+ et les 2+, ce qui est plutôt intéressant. Et on retrouve ces patrons pour la Southwest, donc avec des coefficients de corrélation qui sont similaires, donc 0,44 pour les 0+, 1+, 0,45 pour 1+, 2+, et puis 0,30 pour les 0+, 2+. Et puis, à peu près la même chose pour la Restigouche, toujours des coefficients de corrélation très élevés entre les 0+, 1+, et 1+, et 2+ ici, donc avec 0,4 pour ce panneau et 0,5 ici. Par contre, la corrélation entre les 0+ et les 2+, même si elle est toujours significative, elle est plus faible. On a un coefficient de corrélation à 0,18, donc là c'est un peu plus c'est un peu moins corrélé. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a pour le moment. Là les prochaines étapes qu'on va faire sur ce travail, ça va être d'incorporer les relations entre 0+, 1+. Donc là mettre du lien pour essayer de prendre en compte et essayer d'évaluer une sorte de survie interannuelle entre les 0+, 1+, et les 1+, et les 2+. On va essayer de récupérer les données de certaines stations de température et de débit pour inclure ces covariables pour voir si ça permet d'expliquer les densités au niveau local ou au niveau du sous-bassin. Et puis on va chercher à modéliser la relation stock-recrutement entre le nombre d'adultes qui reviennent dans chacun des bassins versants et les 0+. Alors ici, juste pour un peu appâter sur ce qui va venir, là j'ai mis en abscisse le nombre de saumons adultes, de grands saumons adultes, estimés à partir du modèle DFO qui utilise les données de piégeage versus les estimations de densité de 0+. Donc ici on a la relation entre les grands saumons et les densités de 0+, les petits saumons et les densités de 0+, et ici le nombre total de saumons versus le nombre de 0+. Donc il faut voir qu'on a très peu de points déjà, donc il n'y a que 16 années de données pour les deux, et que les patrons sont vraiment, il n'y a pas
c'est difficile de voir. J'ai commencé à essayer d'ajuster des relations de stock recrutement et il n'y a rien qui sort de clair. Donc ça va être un challenge de faire ça. Donc là, c'était la Southwest Miramichi. On a la même chose pour la Northwest. Donc pareil, encore une fois, des patrons très difficiles à lire. Il y a pas il y a l'air d'avoir une très grande variabilité et puis on n'a pas beaucoup de contraste dans les retours d'adultes. Donc c'est encore une fois, c'est compliqué. Et puis pour la Restigouche, là, c'est pas j'ai pas pris les données, les estimations d'adultes d'un modèle de Piégas. J'ai les données de de pêche qui sont utilisés pour estimer le nombre d'adultes petits et grands. Donc la série temporelle est plus grande, mais encore une fois, donc on voit les relations, elles sont très bruitées et ça va être compliqué d'ajuster quoi que ce soit là-dedans. Donc il va y avoir beaucoup de travail. Donc voilà, les conclusions. Donc on a fait un premier travail pour estimer les densités annuelles de juvéniles de 3 stades de vie, ainsi que les différents niveaux de variance, donc intersites et interannuels. Donc ça marche plutôt bien, on est plutôt content avec ça. Il y a des questions qui sont soulevées, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on prend en compte le fait que certaines années, il n'y a que 5 sites ou moins de 10 sites qui vont nous aider à estimer ces densités. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler. Et puis comme je dis ici, là il reste beaucoup de travail. Donc encore une fois, ajouter le lien entre les différents stades de vie pour les densités annuelles. On va chercher à reprendre les estimations de retour d'adultes. Donc ça, va falloir retourner aux données brutes et essayer de voir si on peut faire les choses de façon différente, si on peut pouler des données ensemble et voir si on peut avoir des meilleures estimations d'adultes. Et puis donc mettre en place une relation de stock recrutement entre les adultes et les 0+. Et donc ouais, je souligne ici que c'est important de rendre les données brutes disponibles parce que c'est une grosse partie de mon travail, c'est d'aller embêter les gens pour m'assurer d'avoir les données. Donc s'il y a des gens qui sont en train d'écouter, qui doivent me donner des données, ben j'attends toujours, donc ce serait bien de les avoir. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je vais vous répondre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'était une excellente présentation. Vraiment une bonne aperçu de l'étude. Donc, comme Guillaume a dit, nous allons passer maintenant à la période de questions et réponses. Si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. La flèche orange l'agrandit. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever votre main. C'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte et nous allons activer votre microphone ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. Donc, c'est votre choix. Donc, on va attendre quelques minutes. Guillaume, j'ai une petite question au sujet du modèle, de la modèle. Je me demande, est-ce qu'il serait possible d'extrapoler le modèle je sais que c'est maintenant dans les rivières Estigouche et Miramichi. Est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs? Tu veux dire pour les modèles de densité de juvéniles? Oui. Ou de calibration. Alors, on peut utiliser les mêmes paramètres qu'on a utilisés, qu'on extrait de notre modèle et donc estimer les densités en utilisant ce modèle. Le problème, c'est que comme j'ai montré sur le graphique des résultats, il y a des effets bassins, il y a des effets méthodologie. Et si on n'a pas ces données-là sur une autre rivière, ça va être compliqué de transférer. On peut transférer. Si tu veux, techniquement, on peut le faire. Le problème, c'est que ça n'aura pas forcément de sens parce qu'il y a beaucoup d'effets locaux qui vont affecter ça. Le mieux, c'est de faire soi-même quelques sites de calibration, même si
C'est fait après. Moi, c'est une des recommandations que je fais quand on travaille avec différents organismes donc des petits de bassin versant. C'est même si, donc s'ils ont que de sites avec une passe, c'est leur conseiller pendant 2 ou 3 ans de faire 3 ou 4 sites de calibration. Comme ça, ils peuvent avoir une relation pour leur rivière et qu'on peut ensuite mettre qu'on peut utiliser sur un autre modèle, qu'on pourrait rajouter sur notre modèle avec un effet bassin versant en fait. Excellent, merci beaucoup. Donc, nous avons quelques questions. La première question vient de Valérie Bougeot. Mhm. Allô, Valérie? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Bonjour Guillaume. bonjour. Ma question en fait c'est pourquoi ne pas utiliser les retours d'adultes pour bâtir un modèle stock recrutement FF, un peu comme on utilise au Québec. Alors, on peut faire ça. L'idée qu'il y a derrière l'exercice qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une, une vision intégrative et d'utiliser toute l'information disponible pour enseigner sur tous les différents stades de vie. Donc là, les données que j'ai présentées, c'est vraiment sur la partie juvénile, mais à la fin du projet, on aimerait avoir un modèle de cycle de vie complet qui estime toutes les transitions entre les différents paramètres, entre les différents stades de vie. Et donc, le mieux, c'est d'avoir accès au retour d'adultes. On peut convertir en nombre d'eux, mais vu que les données brutes qu'on a, c'est en termes de retour d'adultes, on cherche à passer par ça, quoi. Ok, merci. Nous avons une deuxième question du Valérie Delisle-Gagnon. Allô, Valérie? Allô? D'accord. Donc, je pense que peut-être elle a aussi tapé sa question. OK, d'accord. Donc, la question est-ce que tes résultats supposent que le modèle de stock recrutement qui est utilisé actuellement n'est pas indiqué pour évaluer les stocks de poissons? Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit juste que, comme dans la majorité des bassins versants, l'évaluation de stock, c'est très compliqué, c'est très incertain, et que la plupart du temps, on utilise des estimateurs ponctuels, et ça se fait partout, et on prend pas en compte l'incertitude, on prend très peu l'incertitude et le bruit, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que et donc c'est aussi un des objectifs de l'exercice. Là, on va ajuster des relations de stock recrutement et on va voir ce que ça donne en termes variabilité et ce que ça a comme conséquence en termes d'estimation des points de référence, donc à savoir le nombre de poissons qui sont prélevés ou le nombre de poissons qui sont nécessaires pour avoir une population stable à un certain niveau, quoi. Mais non, les modèles qui sont utilisés pour le moment, ils utilisent au mieux la donnée disponible pour répondre à des questions qui sont nécessaires et qui sont importantes pour des décisions de gestion. D'accord. Notre prochaine question vient de Caroline Gillis, puis Caroline Damande. Allô, Guillaume, est-ce que tu peux expliquer quels facteurs affecteraient la survie des 0 plus à 2 plus différentes entre la Miramichi et la reste de gauche? Voilà, je bougeais pour. J'imagine que Caro fait référence à cette figure-là. Pour le moment, là, je sais pas si ce graphique il montre une survie différentielle, une survie différente entre la Restigouche et la Miramichi. Là, il y a pas de lien. Pour le moment, c'est moi qui ai mis en corrélation les densités de 0 plus et les densités de 2 plus. Donc ça veut juste dire que pour le moment, donc quand on estime les densités de 0 plus et les densités de 2 plus de façon indépendante, il y a l'air d'avoir une corrélation un peu plus faible. Ça peut venir ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir d'une part, donc effectivement, d'une survie différentielle, mais ça peut venir aussi du fait que dans la restigouche, peut-être que les 2+, ils n'utilisent pas les mêmes habitats
Et donc les sites qui sont utilisés ne sont pas des sites avec beaucoup de 2+. Et donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de corrélation aussi marquée. C'est une des possibilités. Et peut-être que c'est des problèmes d'échantillonnage aussi qui sont à venir ici. Mais là encore une fois, c'est très préliminaire, donc je n'irai pas à dire que je n'utiliserai pas cette différence de corrélation pour dire qu'il y a une survie plus faible dans la restigouche. C'est encore une fois, là c'était très exploratoire ce que je montre, très préliminaire. C'est juste pour montrer que on conserve cette corrélation. Donc c'est bien pour nos sites, ça veut dire qu'ils sont, ça a l'air d'être des bons indicateurs de ce qui se passe dans le système, puisqu'on trouve de façon indépendante des corrélations entre les 0+ et les 1+, les 1+ et les 2+, et même les 0 et les 2+. Alors voilà. Eddie, merci. Okay. Une question d'Antoine Richard. Les densités des juvéniles semblent augmenter autour des années 1990 dans chaque rivière. Ça correspond à peu près au changement de méthodologie d'échantillonnage. Est-ce qu'un hasard ou est-ce que, selon vous, le changement de méthode peut expliquer cette augmentation? Alors, c'est ce qu'on a pensé au début. Donc, j'imagine que Antoine fait référence aux figures ici. Il faut voir que donc, cette augmentation, elle commence avant le changement de méthodologie. Le changement de méthodologie, il intervient en 1992-1993, donc ici. Et donc, l'augmentation des densités, elle est déjà là. Elle est déjà avant le changement de méthodologie, on a pendant 4 ans des densités qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'il y avait avant. Et ça de façon similaire. Donc il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas de, c'est une possibilité qu'on va chercher à vérifier, mais les données elles semblent pas montrer que le changement de densité, l'augmentation de densité, il semble commencer avant le changement de méthodologie. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question. Donc, Guillaume, je te remercie à nouveau. Merci beaucoup. C'était une très bonne présentation. Un petit rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 7 décembre. Lindsay Brin de l'Université de Nouveau-Brunswick et le Canadian Rivers Institute fera une présentation au sujet de l'analyse des données en utilisant le logiciel R. Ce webinaire sera en anglais. La prochaine webinaire en français sera le 18 janvier. Mathieu Roy de l'INRS fera une présentation au sujet de la télédétection des cours d'eau et analyse spatiale pour la modélisation de l'indice de qualité de l'habitat et la gestion de saumon atlantique. Vous pouvez vous inscrire pour les webinaires futurs sur le site web de la Fondation et de le Canadian Rivers Institute. Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui et je vous remercie pour votre participation. Un petit rappel aussi à tout le monde que la date limite pour la présentation des demandes à la Fondation pour la conservation de saumon atlantique est le 15 décembre. Et l'information est disponible sur notre site web à www.conservationdusaumon.ca. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée. Merci.